Et bienvenue au club. J'ai appris ce week-end que l'agence de notation Fitch avait baissé la note de la France à AA-, avec perspective stable. Alors pourquoi ? Je cite le communiqué de l'agence de notation Fitch, l'impasse politique et les mouvements sociaux, entre parenthèses, parfois violents, fin des guillemets. Allez, je cite encore, il pourrait créer ces mouvements des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste, ce que déplore évidemment l'agence. Alors, quelles conséquences ? L'argent va coûter plus cher. Dans un monde qui ne serait pas sens dessus-dessous, cette phrase devrait ne rien vouloir dire. L'argent va coûter plus cher. Comme si on allait se rendre dans un magasin pour acheter de l'argent, comme si on allait se vêtir avec de l'argent, comme si on allait boire de l'argent, comme si on allait manger de l'argent, comme si l'argent n'était plus le moyen d'un échange, mais l'objet de l'échange lui-même. Mon invité aujourd'hui est un des pionniers d'une idée artistique née en Italie dans les années 60, que le critique d'art Germano Celente a nommé Arte Povera, l'art pauvre, où la question n'est pas la valeur de l'œuvre en elle-même ou des parties qui la composent, mais le processus de création et le dialogue qu'elle instaure avec le public qui la regarde. Et dans un monde à l'endroit, on ne peut toujours pas manger de l'argent, mais on peut se nourrir de l'art de mon invité, Michelangelo Pistoletto. L'art est-il toujours politique ? C'est la question. Bonjour Michelangelo Pistoletto. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en ce moment à Paris pour un cycle de conférences qui sera donné au Louvre. La première a eu lieu le 27 avril. Les prochaines seront les 4 et 11 mai prochains dans le cadre des leçons d'artistes à l'auditorium Michel Laclotte. Alors j'ai commencé justement avec cette agence de notation Fitch qui notait la dette française, qui a baissé notre note et qui nous disait que notre argent allait coûter plus cher. Pour vous qui êtes un des pionniers de l'arte povera, de l'art pauvre, comment vivez-vous ? Quel regard portez-vous sur ce monde où l'argent est omniprésent ? Vous savez, l'art pauvre ne signifie pas sans argent. Hein. L'argent est utile, mais art pauvre signifie essentiel, radical. C'est la semence qui tombe dans la terre et ça crée un arbre nouveau. Donc c'est la nature. C'est la nature et d'un côté. Mais de l'autre côté, on vit une vie artificielle. Et c'est la vie artificielle qui produit l'argent. Pour manger la nature, pour utiliser la nature, mais nous avons aussi un côté de la nature qui est le travail. Le travail est naturel, non ? C'est l'effort humain. Donc, le travail doit être compensé par de l'argent. Parce qu'il y a des heures de travail, il y a des frais de travail, il y a des dépenses, mais c'est très important que le travail soit l'élément fondamental et pas l'argent. L'argent doit être donné pour rendre le travail possible, mais pas le travail donné pour rendre l'argent comme l'élément unique et essentiel. En travaillant sur l'arte povera, en faisant des recherches, je lisais partout que l'arte povera n'était pas un mouvement. Alors si ça n'était pas un mouvement, donc né dans les années 60 en Italie, qu'est-ce que c'était ? Parce que ce n'était pas basé sur une idéologie. Hein, ce n'était pas idéologique, ce n'était pas une idée qui mettait ensemble 4, 5, 8, 10 artistes, mais c'était plutôt une vision du monde qui était justement basée sur l'essentiel, sur le refus de l'inutile, le refus de système de consommation comme consommation du monde, consommation de l'être, consommation de l'existence. Donc, pour arriver à la condition essentielle. Donc, le concept de pauvre, c'est ça. C'était en réaction justement à une société de consommation, oui, à l'omniprésence de l'argent. Ouais. Moi, j'étais, avant d'être parti de l'art pauvre, j'étais parti de la pop art.
Mhm. Ils étaient même Le pop art, oui. considérés entre les artistes de pop américains même. Hein. Mais moi, j'en suis sorti parce que je ne voulais pas accepter d'être une marque de fabrique. Était une marque. Parce qu'on vous a proposé d'aller aux États-Unis M'ont en proposé 1964 et vous avez refusé. Oublier d'être européen, Oui. oublier d'être italien, européen, parce que c'était maintenant l'Amérique qui amenait le discours de la société. C'était l'Amérique qui devait être le centre universel de la pensée. Et donc, moi, j'ai dit non, ma pensée ne vient pas de ce système de consommation. Ma pensée vient de l'Antiquité, et vient des anciens Grecs, Romains, Égyptiens, Romains, et jusqu'à la Renaissance, jusqu'à notre temps d'aujourd'hui, à travers une culture qui s'est fabriquée et est amenée, bien sûr, à la modernité. À la modernité. Mais c'est une modernité, pour moi, qui a une responsabilité qui prend du passé, une responsabilité qui va chercher dans le passé tout ce qu'on a fait pour être responsable aujourd'hui. Depuis plus de 60 ans, vous portez l'idée d'un art politique, d'un art qui revendique. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, même si votre art s'est quelque peu modifié, il va vers les idées aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, alors vous le portez encore, mais est-ce que vous pensez qu'autour de vous, l'art contemporain est encore politique, encore engagé? L'art moderne est sorti de tout rapport avec politique, religion, économie, société. L'artiste moderne des années 50 était un artiste totalement individuel, détaché de tout, libre et autonome. Hein? L'art a gagné une autonomie qu'elle n'a jamais eue avant. Mais moi, je me suis trouvé dans cette autonomie pour dire, qu'est-ce que j'en fais de cette autonomie? Cette autonomie de l'artiste, cette liberté totale doit être transformée en liberté totale. Autant tu es libre, autant tu es responsable. Je ne suis pas seulement libre de faire ce que je veux. Je peux faire des bêtises, bien, mais attention, mais il faut faire attention de ne pas faire trop de bêtises aussi. Et le monde est plein de bêtises, le monde entier est en train de faire des bêtises. Donc alors, l'artiste, à partir de sa solitude, de son individualité, a dû commencer, et moi je l'ai fait avec mon travail, commencer à prendre responsabilité. Et c'est pour ça qu'on peut parler de société, de rapport avec la société sociale, politique. Parce que la politique est une situation qui nous met tous ensemble, la communauté humaine qui devient de plus en plus responsable. Et l'art, c'est la création, c'est la liberté individuelle qui s'associe à la liberté des autres. Et tous ensemble, on est libre de recréer le monde. Voilà, c'est la recréation, la reformulation. Vous n'êtes pas pessimiste, donc. Vous êtes un optimiste? Je suis optimiste, mais vous voyez, dans le sens que je suis... comme base, je suis pessimiste, parce que c'est le pessimisme qui me propose une nécessité de changement. Donc, mais c'est vraiment la nécessité de changer qui me donne beaucoup de plaisir, beaucoup de force. On va écouter quelques mots de quelqu'un avec qui vous avez souvent dialogué. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui, en plus de sa profession de romancier, d'écrivain, de poète ou d'avocat, se met sur la place publique et traite de problèmes soit fondamentaux, soit globaux, soit très actuels, qui se posent dans la société et dans la vie. Et son rôle est capital aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est le règne des experts, des spécialistes, des technocrates. Et le seul qui aujourd'hui peut poser des questions fondamentales ou globales, qui évidemment échappent aux spécialistes, aux éconocrates et aux technocrates, c'est l'intellectuel. Alors il a une mission très grande, mais est-il capable de l'assumer ? C'est ça
Edgar Morin qui parlait donc de la mission de l'intellectuel, c'était sur France Inter en 2015 dans l'émission Permis de penser. Je voulais qu'on écoute ce son parce que, alors on ne peut pas parler de retraite, mais vous êtes très vite mis en retrait du monde de l'art dans les années 70 pour basculer vers le monde de la production d'idées. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes mis en retrait du monde de l'art si vite finalement, à peine une dizaine d'années après vos premiers succès, votre première reconnaissance? Je ne suis jamais en retraite, moi. Mhm. Je ne peux pas être en retraite. Alors juste en retrait, peut-être un pas de côté vous avez fait. Un pas de côté toujours. Ouais. Moi, j'ai toujours fait un pas de côté. Parce que le système marche tout droit. Il va tout droit. Hein? Mais je ne peux pas être poussé, être pris dedans et poussé dans ce système qui va tout droit, qui m'empêche de réinventer. Alors, je dois faire toujours un pas de côté pour ne pas laisser tué par le système qui va tout droit. C'est parce que le marché de l'art vous demandait de refaire à chaque fois la même chose, de refaire du pistoletto, oui. que vous êtes mis en retrait, que vous êtes allé à côté. Oui, mais j'ai fait une série d'œuvres que j'ai appelées les objets en moins. Donc, si l'artiste devait être connu comme une marque qui était de fabrique, qui était celle de refaire tout le temps le même système, la même formule, moi j'ai fait chaque œuvre différente un de l'autre. Donc, il n'y avait pas deux œuvres qui avaient le même style, le même rapport entre eux. Alors, j'ai cassé totalement mon image, l'image de moi-même. J'ai pris une liberté qui était celle d'être toujours différent. Alors, je suis devenu société moi-même. Je suis devenu comme une quantité de personnes qui pouvaient dialoguer entre eux. Et c'était ça qui me permettait non seulement de dialoguer entre moi-même, mais de dialoguer avec tout le monde, avec tous les secteurs de la vie sociale, tous les facteurs qui produisent vie sociale. Donc, et ça dérive, ça vient de tableau miroir. Parce que quand j'ai transformé le tableau en surface miroitante, la société même, l'existant, est entré dans l'œuvre. Et alors, moi, j'ai vu que le spectateur faisait partie de mon œuvre, alors je me suis multiplié dans la quantité de tout ce qui regarde mon œuvre. Alors justement, ça, il faut qu'on explique ces tableaux miroirs qui ont été vraiment un marqueur dans l'histoire de l'art, une grande nouveauté. Je voudrais que vous nous expliquiez comment vous est venue cette idée. Et juste avant que vous nous l'exposiez, je voudrais essayer de décrire à nos auditeurs à quoi ressemble un tableau miroir. C'est une surface en acier poli dans laquelle se reflète, vous vous reflétez et vous y apposez dessus, c'est soit une peinture, soit une photographie, une impression. Et ce qui fait qu'il y a un personnage dans ce tableau, mais que le spectateur qui regarde le tableau fait lui aussi partie de l'œuvre. Je voudrais savoir comment vous est venue cette idée qui paraît tellement simple et qui pourtant a été révolutionnaire. Vous voyez, moi je cherchais mon identité. Je parle des années 50. Quand justement je disais que l'artiste était libre de trouver son identité. Et moi je cherchais mon identité. Et puisque j'ai une culture qui vient du passé, qui est la culture de la représentation de l'image, j'ai vu que la seule possibilité pour me reconnaître était de me regarder dans le miroir et de faire un autoportrait. L'autoportrait, c'est un élément de l'art qui traverse l'art du passé. Mais moi, je n'ai pas accepté seulement de repeindre ma figure sur une toile, mais de transporter même le miroir sur la toile, de transformer la toile en miroir. Donc, le miroir qui a toujours été à côté de la toile, pour me permettre de me voir, est devenue l'œuvre d'art. La toile elle-même. Alors, l'œuvre d'art, c'est-à-dire l'œuvre d'art. Mais c'était pas parce que j'ai mis le miroir comme un objet trouvé. C'est que je suis parti de fond or,
de fond de la figure était toujours là comme portrait. Mais derrière moi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un paysage? Non, il y avait un fond qui était or. Mais l'or était déjà dans les icônes byzantines. Vous savez, ça a toujours été là comme un fond qui inspirait la transcendance. Hein? Et après, j'ai fait le fond argent. Et un jour, j'ai fait un fond noir avec une vernis très, très brillante qui a commencé à miroiter ce qu'il y avait devant. Vous avez aperçu votre reflet. J'ai perçu mon reflet. Oui. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment miroitant, ce fond, du moment que j'ai commencé à peindre ma figure dessus, et j'ai vu que cette figure prenait distance de tout ce qu'il y avait derrière. Et tout ce qu'il y avait derrière était l'existant, était l'espace et le temps. Donc, le travail n'était plus seulement bidimensionnel, c'est-à-dire à 2 dimensions, la hauteur et la largeur, mais était 4-dimensionnel. C'était la dimension du temps. Le temps qui commençait à bouger, et les gens, le spectateur, qui devenait partie de l'œuvre. Alors, je n'étais plus seulement moi-même le personnage unique, universel. C'était l'univers fait par tout le monde. Et c'est pour ça que je m'intéresse à la politique. Parce que la politique, c'est la police, c'est la quantité, c'est l'humanité. Et donc, il faut maintenant se mettre ensemble et créer. Puisqu'on est tous dans le même tableau, dans la même œuvre d'art, on doit faire tous ensemble une nouvelle œuvre d'art. C'est la création commune, c'est la société nouvelle. Je vous cite, le miroir renvoie directement à l'autoportrait. J'ai donc commencé à faire de la restauration à 14 ans avec mon père. Mes premiers tableaux furent d'ailleurs des autoportraits dont les fonds unis, monochromes et brillants, annonçaient le miroir. Le vrai changement est de passer de l'autoportrait classique de l'artiste à l'autoportrait collectif des spectateurs qui se reflètent dans l'œuvre de façon infinie. L'artiste n'est plus seul dans la toile, comme par le passé. Il y avait tout le monde avec moi. C'est devenu un autoportrait du monde entier. Un autoportrait qui change à chaque fois qu'il est vu par un spectateur différent, à chaque époque. En fait, il n'a pas presque d'identité, presque pas d'âge, ce tableau. Oui, mais il y a toujours une image fixée, posée sur le fond réfléchissant. Et cette image est prise par une photo. Ce n'est plus seulement de la peinture faite à la main. C'est la photo qui permet de fixer un instant qui, dans l'œuvre miroitant, dans le fond miroitant, passe. Ce qu'on voit dans le miroir n'existait pas avant, existe un instant et n'existe plus. Il y a un autre instant, une autre image. Les images ne sont jamais les mêmes. Mais je fixe une image qui est toujours la même. Cette image que j'ai fixée, prise par la photo, a empêché cette image de passer, le rang perpétuel, qui reste là dans les choses qui changent, avec les choses qui changent, avec la situation nouvelle. Et alors cette image, c'est la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose qui va rester. Un jour, on verra ce qui sera présent dans le tableau, mais en même temps, la mémoire du moment quand j'ai fait le tableau. Oui. Les deux se conjugueront donc. Vous avez fait exactement l'inverse de ce que font la plupart des visiteurs des musées aujourd'hui, c'est-à-dire des selfies devant les tableaux, moi à côté de l'œuvre. Là, avec vous, c'est moi dans l'œuvre. La diversité, les amitiés, rencontrer des gens, ça peut changer la vie. La diversité, les amitiés, rencontrer des gens, ça peut changer la vie. Parler avec d'autres gens, ça peut changer la vie. Parler avec d'autres gens, ça peut changer la vie. On change les idées, on change de pays, on change les idées, on change de pays. Voyager partout, ça peut changer la vie.
Dans Bienvenue au Club sur France Culture, nous sommes avec Michelangelo Pistoletto, peintre et sculpteur, un des pionniers de l'arte povera, dont les œuvres sont exposées dans les plus grands musées du monde, au MoMA à New York, au Guggenheim, et également dans un musée que nous connaissons bien ici en France, la plus ancienne, la plus vénérable, la plus grande, la plus respectable des institutions muséales, peut-être même du monde, le Louvre, où vous avez été exposé. Et dans lequel vous faites une série de conférences. En ce moment, la première donc avait lieu le 27 avril, les prochaines seront le 4 et 11 mai dans le cadre des leçons d'artistes, qui est un nouveau cycle à l'auditorium Michel Laclotte. Je voulais savoir qu'est-ce qu'un artiste qui a toujours voulu faire sortir l'art de l'atelier, faire vivre l'art dans la rue aux gens directement, va faire dans cette institution vénérable qu'est le Louvre. Ouais, mais on pourrait dire que le Louvre est un chemin qui vient de très loin, qui ramasse toute l'histoire. Et donc, c'est une voie que je vois même dehors de mon atelier, comme si c'était mon atelier. Vous voyez, c'est un retour à l'atelier. Parce que quand je mets une figure figée sur le miroir, je fais un acte historique. Je pose une mémoire de quelque chose qui a existé et qui reste. Il reste pour toujours. Le Louvre est une série d'œuvres miroitantes avec la mémoire dedans. Parce que les gens qui ont visité le Louvre dans le temps étaient des spectateurs, comme les spectateurs d'aujourd'hui. Il y aura des spectateurs demain. Et les spectateurs sont les mêmes personnes qu'on voit dans le miroir, les êtres vivants, mais qui, traversant le tableau miroir et traversant le Louvre, il vit la mémoire du passé. Donc, le phénomène mémoire est très important. On n'aura pas de futur sans savoir ce qu'on a été et ce qu'on a fait. Mais surtout, il faut dire que c'est l'art qui traverse tout ça, parce que ce que nous voyons au Louvre, c'est fait par les artistes. Ce sont des sculptures, ce sont des peintures, ce sont des œuvres aussi, des objets artisanaux, mais artistiquement faits. Donc, c'est l'art qui traverse l'histoire. Et c'est très important. Et mon travail, étant un artiste, devient maintenant une sorte de passage à travers le passé, un passage à travers le passé pour aller vers le futur. Oui. Parce que sans une connaissance du passé, on n'a pas de futur. Mais le miroir nous montre ce que nous avons devant nous, le futur, bien sûr, mais en même temps, on voit ce qu'on a derrière nous dans le miroir. Donc, c'est le passé. Vous dites que l'art donc, est au centre, que l'art est nécessairement politique. Alors, quelle est la place du musée ? Quel est le rôle du musée, si justement l'art est au centre et est politique ? Je pense que le rôle du musée est celui de donner une conscience à la société, de faire qu'il soit une sorte de laboratoire de la pensée. Pas seulement quelque chose à garder, mais quelque chose à rendre vivant. C'est ça qui est important. Et je crois qu'aujourd'hui, aussi comme école, devrait être une école de la pensée nouvelle, à travers tout ce qu'on a fait. Parce qu'on a, dans le passé, tellement de belles choses qu'on a fait, merveilleuses, mais on a fait des choses folles, des choses monstrueuses. Alors il faut prendre le monstre et la vertu, et les mettre en relation pour trouver une troisième situation qui n'existait pas. C'est ce que vous appelez le troisième paradis, c'est ça ? C'est ce que vous appelez le troisième paradis ? Le troisième paradis, parce qu'on a le premier paradis, celui de la nature, dans lequel on était totalement intégré dans la nature, et le deuxième paradis est celui artificiel qu'on a créé et qu'on a amené aujourd'hui à des dimensions énormes qui sont en train de dévaster la nature. Donc, il faut trouver un troisième paradis qui est celui qui met en équilibre nature et artifice. Merci beaucoup, Michelangelo Pistoletto. Merci vraiment infiniment d'avoir été notre invité. Je rappelle donc votre cycle de conférences au Louvre les deux prochaines se dérouleront donc les 4 mai à 19h, les 11 mai à 19h. Vous trouverez toutes les informations évidemment
sur le site du Louvre. Ce sont les leçons d'artistes, un cycle à l'auditorium. Michel Laclotte, merci beaucoup. Michelangelo Pistoletto, merci. Et merci à toute l'équipe de Bienvenue au Club. Anouk Delfino à la programmation, Sacha Mattei et Laura Dutèche-Pérez à la préparation, Félicie Faugère à la réalisation et Noé Chaban à la prise de son.